pour cette dernière conférence du cycle qui a commencé en février et dont le thème est la gouvernance communautaire. Alors je rappelle un petit peu le sujet de ce cycle qui s'appelait les rendez-vous de l'humanisme méthodologique, dont le but était de développer la proposition du paradigme communautaire comme regard, comme vision, comme approche, comme pratique des questions du jour, mais cette proposition qui vient comme une proposition de traitement des crises du temps dans lequel nous sommes, pour sortir des crises par le haut, si possible, et aussi pour accompagner la mutation de civilisation qui est en jeu. Alors c'est vrai que quelquefois les crises sont plus visibles ou bruyantes que la civilisation, hein. En ce moment c'est le cas. Les hurlements, les invectives, les anathèmes, etc. occupent le champ et ne laissent pas apparaître très clairement dans quelle mutation de civilisation on est au milieu des explosions. On peut dire des explosions de tous ordres. Les explosions physiques sont aussi des traductions des explosions psychiques, intrapsychiques en même temps. Donc on est vraiment dans un moment de grande tension, de grande crise, mais la crise annonce, la pluie annonce le beau temps, mais enfin bon, des fois ça prend un peu de temps, mais enfin voilà, donc l'humanisme méthodologique et le paradigme communautaire sont là pour faire des propositions. J'entendais ce matin à la radio, quelqu'un qui faisait un discours sur l'identitarisme. L'identitarisme, je ne sais pas si vous avez entendu ce nom-là, mais ça existe, j'ai entendu ce matin. L'identitarisme, il y a le côté taré, il faut entendre là-dedans, donc c'est pas spécialement une apologie de l'identité communautaire, c'est même radicalement l'inverse. Bon, c'est un de ces discours qui essayent de se battre et de dénoncer tout ce qui pourrait effectivement mettre en question ces certitudes. Alors le paradigme communautaire, c'est vraiment une antithèse radicale. C'est pas la seule, il y en a d'autres. Il y en a d'autres parmi les humanismes du temps. Il y a aussi ceux qui affichent sur les murs de Paris les portraits de criminels écologiques qui nous annoncent des jours intéressants. Ces criminels étant soit des scientifiques, soit des personnes qui ont été désignées comme telles, désignées comme cible de l'assassinat légitime sur les murs de Paris. Voilà. 1000 affiches hier là-dessus. Donc nous sommes dans des temps tout à fait intéressants sur le plan de la crise. Et le paradigme communautaire, bon, ben, c'est par là que ça se passe. Il faut tracer le chemin. Alors, les thèmes qui ont été abordés, c'est la crise des paradigmes, justement, montrer comment, parmi les quatre paradigmes prédominants, les paradigmes prédominants, comment celui qui a prédominé est en train de s'effondrer, soit se convertir dans un autre paradigme, soit prendre le chemin inverse et défendre par des moyens tout à fait contraires à ces vertus supposées, pour effectivement rétablir son emprise sur le monde. Donc ça, c'est les deux paradigmes dominants et celui qui est en pleine émergence. Et puis le paradigme communautaire qui se situe dans ce tableau-là comme une échappée, enfin, je ne vais pas m'échapper, mais enfin, comme une orientation qui rend compte non seulement des situations de crise, mais aussi de ce vers quoi cela tend, et cela peut tendre avec ou sans l'humanisme méthodologique. Tout à l'heure un article que je voulais passer sur, je ne sais pas quoi, que M.
sur les questions de communauté en marketing et les niveaux de maturité communautaire. Bon, ben voilà, il y a des gens qui parlent de maturité communautaire dans le marketing comme des choses tout à fait avancées, hein, des choses tout à fait intéressantes et assez pertinentes en définitive, et ils ne sont pas référés au paradigme communautaire, à l'humanisme méthodologique, mais pourtant c'est bien ça qu'ils racontent et c'est bien ça qui se passe. Donc le paradigme communautaire, c'est pas le paradigme communautaire qui fait que la mutation est ce qu'elle est, que les choses vont dans ce sens-là, mais c'est comme dans toute civilisation, il n'est pas forcément utile d'avoir des bases philosophiques, théoriques, pratiques, etc., qui aident à soutenir effectivement une démarche, etc. Donc la crise des paradigmes, les communautés humaines, qui est le gros morceau, la théorie des communautés humaines, des ensembles communautaires, qui est le gros morceau, celui qui, d'ailleurs, particulièrement dans nos pays, fait l'objet à la fois de violences verbales, d'attaques paradigmatiques, qui sont des attaques de l'humanité, ou de tentatives de détournement dans tout un tas de choses. Donc la question des communautés humaines est une question cruciale, particulièrement dans notre pays, et en rapport avec les problématiques telles que celles d'aujourd'hui, qui sont les problématiques politiques. J'ai traité la question du sens du bien commun, les valeurs. Alors bon, les incantations sur les valeurs, ça fait partie aussi des signaux quand on commence à raconter tous les matins la même incantation sur les valeurs de la République, c'est qu'il y a un problème quelque part, hein. Comme disait je ne sais pas qui, il y a un loup quelque part, quand c'est flou, quand c'est tout, etc. Il y a un problème quelque part, et la question du sens du bien commun est une question assez nodale, à la fois par le fait que l'émergence et l'intérêt qu'on y porte, par le détournement immédiat que l'on en fait, et par effectivement les récupérations sur la question du commun, le commun, les communs, qui va gérer les communs, nous, disent ceux qui en parlent, qui sont forcément compétents là-dessus. Donc la question du sens du bien commun, qui est une question majeure, dans la mesure où elle renvoie d'un côté aux communautés, sauf pour ceux qui évitent, aux communautés. Le commun, c'est le commun des communautés, et le bien commun, c'est une affaire de communauté à toutes les échelles d'ailleurs, aussi bien de l'unité entière que de chaque petite communauté. Simplement le pointer comme cela le désigne comme étant à la portée de chaque communauté, au moins de s'en préoccuper et d'y travailler et d'en faire quelque chose. Ce qui n'est pas la même chose que l'intérêt général, qui, comme chacun sait, n'est connu et géré que par des autorités nettement supérieures à la société civile que nous sommes. Ensuite, il y a la démocratie communautaire. Peut-être que ça pourrait avoir un rapport avec ce qui se passe en ce moment, cette semaine. La démocratie communautaire. Ben, il y a encore un bout de chemin à faire. Hein. Supposons que les communautés soient des communautés régionales, c'est une hypothèse. Hein. Alors, la démocratie communautaire, c'est quoi? Bon. Je pense qu'on a les échantillons de tout ce que ça n'est pas, hein, qualité, etc. Enfin, on est plutôt dans le champ du délire que du champ de la démocratie communautaire. L'économie communautaire, qui est développée, il n'y a d'économie que communautaire, donc les valeurs et la valeur et le bien, la production, le bien et l'échange sont communautaires, mais à toutes les échelles, non pas dans les communautés autarciques que la caricature nous propose, mais dans des communautés qui sont impliquées dans des communautés à toutes les échelles. L'éducation communautaire, bon, l'éducation, il y a du travail, hein. Mais s'il n'y a pas de communauté, comment peut-on envisager l'éducation communautaire? S'il n'y a pas de communauté, il n'y a que de l'éducation universelle. Ça tombe bien, on est les rois de l'universel chez nous, donc on est les meilleurs dans l'universel, donc l'éducation à la française, celle qui est vantée par toutes les statistiques,
et toutes les analyses que l'on voit ces temps derniers, ben voilà, il y a l'éducation communautaire, et puis le développement communautaire qui était, la dernière fois, c'est l'idée que les communautés humaines sont appelées à se développer. Se développer, c'est pas forcément grandir en taille, je ne sais pas quoi, c'est au sens du développement humain, c'est grandir humainement parlant, c'est-à-dire en maîtrise, en conscience et en l'accomplissement, en développement des personnes et l'accomplissement des potentiels humains, etc. Alors, la question de la gouvernance communautaire, elle est un peu transversale par rapport à ça. C'est une question de mise en œuvre pratique. Une fois qu'on a dit que on a signé en bas de la charte de l'économie communautaire, il n'y a plus qu'à. Alors comment on fait, comment on s'y prend, comment on fait dans des communautés qui sont des grandes communautés, qui sont des communautés de toute taille en tout cas. Donc pour chaque question et chaque champ d'application, de compréhension du paradigme communautaire, eh bien effectivement la question de la gouvernance communautaire, c'est la question à la fois de la responsabilité et aussi la question de la maîtrise relative en tout cas des affaires humaines, dans la mesure où on considère que l'empowerment, l'autonomisation, le grandir humain est l'axe et la visée. Si c'est pas ça, l'axe et la visée, bon, ben, c'est pas la peine de se lier avec des gouvernances communautaires compliquées. Donc, la gouvernance communautaire, la question est une question transversale qui est effectivement la question du devenir et du développement et de la réalisation des ambitions ou des projets de la gestion des affaires humaines dans toutes les communautés. Alors, gouvernance, ça vient de gouverner et se gouverner. C'est à pointer, il s'agit de gouverner et se gouverner. Le terme de gouvernance, les uns vous dire « Ah ben ça vient de l'ultralibéralisme, c'est les corporate governance, je ne sais pas comment on dit ça, donc c'était une affaire de répartition des pouvoirs entre les actionnaires, les dirigeants, je ne sais pas quoi, dans les grandes entreprises. » Oui, c'est effectivement des sources du terme, mais il y a une autre source qui était plutôt du côté de le développement durable, la démocratie participative, etc. Et l'idée que, eh bien, pour conduire tout ça, il y a un problème de gouvernance. Imaginez en fait l'acception actuelle du terme de gouvernance a intégré un peu les deux. Effectivement, c'est comment gouverner une communauté ou comment une communauté peut se gouverner, ou les deux à la fois. Alors, gouverner une communauté, c'est, comme le dit gouvernail, gouvernance, c'est engager la communauté dans un certain sens, dans une certaine direction, pour la faire progresser. Donc ça renvoie à la question de son âge, de sa maturité, etc. La gouvernance ne peut pas être la même pour des communautés immatures, primaires, infantiles, si on veut, ou archaïques, et pour des communautés majeures, etc. On peut même penser que plus les communautés sont majeures, plus leur propre autogouvernance est possible, et plus elles sont mineures, plus la gouvernance venue de l'extérieur est nécessaire et utile, y compris pour qu'il y ait une maturation suffisante. Autrement dit, une communauté pourra assumer sa propre gouvernance que petit à petit, et elle ne peut pas, pas plus qu'un enfant en bas âge peut établir les programmes de l'éducation nationale, elle ne peut pas effectivement développer sa gouvernance sans qu'il y ait, souvent, elle ne peut pas tout le temps, mais en général, sans qu'il y ait effectivement une aide, une gouvernance de la communauté pour qu'elle grandisse et qu'elle accède à une certaine capacité d'autogouvernance.
Alors, la gouvernance communautaire, je distingue deux types. La gouvernance participative, par exemple, la gouvernance d'une communauté par elle-même, c'est la participation de la communauté, des gens de la communauté, de ceux qui constituent la communauté, à leur propre développement, participer à son propre développement. Bien entendu, en fonction de ce qu'elles sont et de leur maturité. Donc il se peut très bien qu'il y ait des interventions professionnelles, de responsabilité, qui assument une gouvernance de la communauté de manière à ce qu'elle grandisse, de façon à ce qu'elle s'approprie sa propre gouvernance. Mais l'idée que la gouvernance, la maîtrise des choses, ne vit pas dans un mouvement bottom-up est une stupidité, une illusion, une stupidité. Dire qu'effectivement que la gouvernance d'une communauté ne vient que si on lui a appris à se gouverner de force, c'est une autre stupidité, etc. Mais en fait, il y a un problème d'articulation entre la gouvernance de la communauté et la gouvernance par la communauté. Alors ça, c'est dans les langages du temps, c'est la participation, la co-construction des affaires communes selon les niveaux, les âges possibles. Et puis l'autre type de gouvernance, c'est la gouvernance démocratique, qui est la participation, pour prendre ce langage, à une codécision. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir directement. La gouvernance démocratique est une question de pouvoir et de participation au pouvoir de décider, d'engager la communauté, telle ou telle affaire de la communauté. Et donc la démocratie communautaire est une chose, où se pose la question du pouvoir des uns et des autres sur telle ou telle part des décisions, tel ou tel niveau de décision, alors que la démocratie participative n'est pas une question de pouvoir, mais de réaliser. C'est vrai que on imagine assez mal que dans une entreprise ou un projet qui est complexe, qui demande beaucoup de travail, de préparation, etc., que tous les matins, tout le monde décide dans quel sens on va aller l'après-midi ou le soir. Évidemment, ça ne peut pas exister. Si bien que, inversement, si une communauté est engagée dans une gouvernance démocratique alors qu'elle a un niveau de maturité insuffisant, alors elle va être incapable de réussir, de construire, parce que cette construction demande un niveau de maturité qu'elle n'a pas. Donc il y a un problème particulier si la gouvernance participative peut commencer à s'apprendre, à s'exercer depuis les niveaux les plus archaïques, enfin peut grandir petit à petit. La gouvernance démocratique ne peut pas commencer à s'exercer dans les niveaux les plus archaïques. Supposons qu'on soit justement au niveau archaïque, qui est le niveau des pulsions, des passions, etc. Évidemment, sur le plan de la démocratie, c'est plutôt le champ des fascismes, des dictatures, des violences, des pouvoirs passionnels, des pathologiques. Effectivement, la démocratie là-dedans, toutes les chances pour que ce soit un leurre, une fiction, une manipulation. Donc, on a des exemples tout à fait intéressants dans les temps présents. J'y reviendrai là-dessus tout à l'heure d'ailleurs un petit peu. Si on est à un niveau de maturité primaire, une communauté a effectivement une capacité de s'identifier, de se reconnaître, etc., la démocratie ne peut porter que sur le faire ensemble, comment on s'organise pour faire les choses. Mais ça, c'est pas de la démocratie, parce que, effectivement, si on réunit un groupe de travail autour d'une production donnée, qui soit simple ou plus complexe, il est évident que pour que la réalisation réussisse, il faut que la communauté renonce à décider
à chaque instant. Il peut y avoir des décisions avant, il peut y avoir des décisions après, mais pas pendant. C'est-à-dire qu'il faut suspendre la décision pour réaliser ce qu'on a décidé, ou ce qui a été décidé préalablement. Et donc une communauté primaire ne peut pas décider de grand-chose, sauf avant d'agir. Et comme elle n'a pas forcément une perception à moyen terme des tenants, des aboutissants, donc elle va être embarrassée pour exercer une quelconque démocratie. Par contre, une participation, oui. Une participation active, oui, mais une démocratie participative, à ce niveau-là, c'est plus délicat. Enfin, du moins, il y a des conditions, enfin, c'est plus délicat, c'est même pas possible. Ce qui fait, on verra d'ailleurs que la démocratie participative, effectivement, est un horizon, et plus un horizon qu'une condition d'évolution. C'est un horizon d'évolution, c'est-à-dire que la démocratie participative peut être encadrée par une communauté majeure, une communauté mineure peut être encadrée par une communauté majeure, qui la fait participer dans une certaine mesure à un processus de décision démocratique. Mais à certains niveaux, elle ne peut pas, puisqu'elle n'a pas les moyens de conscience, de connaissance, de choix, de discernement qui convient. Donc le régime de la gouvernance participative est une chose qui peut se jouer à tous les niveaux d'évolution d'une communauté, avec les deux aspects que je évoquais, gouvernance de la communauté, gouvernance de la communauté, des différents degrés, alors que la démocratie participative serait plus un horizon. Si par une gouvernance participative, la communauté est devenue suffisamment majeure pour accéder à un certain discernement, un certain empowerment de ses propres affaires, alors elle est mûre pour une démocratie participative. Et en entendant, ça risque d'être un leurre, effectivement. Le mot n'est pas la chose, ni le sens, et particulièrement sur le plan des démocraties dont on se demande à quoi se réfèrent ceux qui en parlent en ce moment dans les postes de télé et de radio. Deux petits éclairages avant de traiter le sujet. Un sur la question des paradigmes, des quatre paradigmes, pour mémoire en tout cas. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance dans le paradigme rationaliste et idéaliste? La gouvernance, c'est l'organisation hiérarchisée et rationnelle des choses. Donc de la cité, de l'entreprise, du projet, etc. Donc tout ça est organisé. Il y a un niveau supérieur qui embrasse l'ensemble des choses avec des subdivisions, des sous-directeurs, des machins, etc. Où chacun a sa place dans une structure organisée. C'est une rationalisation hiérarchisée et justement réactionnée, de façon cohérente des choses. Alors la gouvernance, c'est ça, c'est l'organisation hiérarchisée. Dans le paradigme de la puissance, bon, c'est pas compliqué, c'est une question du pouvoir et du pouvoir d'emprise. Finalement, c'est une question de pouvoir et de pouvoir d'emprise. L'emprise, c'est-à-dire maîtriser les autres, maîtriser les choses, maîtriser au sens d'empêchement. C'est toujours un pouvoir d'empêchement. Ça, c'est la gouvernance. Alors, pour que les gens bougent, il faut à la fois le pouvoir d'empêchement et à la fois il faut des sollicitations pour les faire avancer. Donc il y a des jeux subtils de carottes et bâtons, enfin bon, ça c'est des vieilles recettes qui ont fait leur preuve et qui continuent à les avoir, mais qui sont plus très subtils d'ailleurs. Et puis il y a le paradigme naturaliste systémique, où en fait ce qui importe c'est le fonctionnement du système, et donc la gouvernance c'est laisser faire, parce que spontanément les agents de la communauté, de l'organisation, vont se placer dans le système, trouver leur place, sinon ils sont éliminés. Donc
les mécanismes naturels d'homéostasie ou de je sais pas quoi, ou de spontanéité font que les gens naturellement vont se trouver dans un fonctionnement naturel, idéal, etc., etc. Et ceux qui ne se trouvent pas sont éliminés, quoi. C'est les lois de la nature. Et donc la gouvernance, c'est, on pourrait dire, où est la gouverne? Il n'y a pas de gouverne puisqu'il n'y a pas de sens de toute façon. Donc ça n'empêche pas d'appeler tout ça gouvernance si on veut. Et il y a plein de méthodes modernes qui se fondent là-dessus et qui sont très, très en vogue aujourd'hui. Et puis à l'inverse de ce truc-là, il y a la gouvernance communautaire, ce dont on parle ici. Dans les rappels, je rappelle un petit peu les niveaux où se jouent les questions de gouvernance, donc les niveaux de maturation. J'ai déjà évoqué l'âge archaïque, qui est l'âge de l'impulsif, des passions, de l'immédiateté, etc. L'âge primaire, qui est l'âge des opératoires, l'organisation du faire, etc. L'âge secondaire, qui est l'âge intellectuel, de modélisation, c'est par le biais de modélisation et de représentation intellectuelle qu'on arrive à construire des procédures, des machins, des modèles, des plans, tout ce qu'on veut. Et puis l'âge tertiaire, qui est l'âge du sens et de l'autonomie, du discernement, l'autonomie, enfin, du début de l'autonomie en tout cas, et qui est effectivement l'âge de l'empowerment, ce terme dont on parle, c'est-à-dire de la capacité de pouvoir assumer par soi-même des enjeux personnels et collectifs. Donc ça simplement pour rappeler que les choses se jouent dans ces escaliers-là, dans ces étages-là. Alors, ce soir, je vais parler de gouvernance communautaire dans trois domaines. La gouvernance des projets, et la gouvernance des projets dans le paradigme communautaire s'achève ou vise toujours une gouvernance communautaire autonome, plus autonome. C'est-à-dire, à quoi ça sert de réaliser un projet? Bien sûr à produire, à fabriquer un machin, mais ça sert surtout à progresser, parce que la communauté progresse dans sa propre maîtrise, dans son propre développement, dans sa capacité d'autogouvernance. Donc, dans le cas d'un projet, on a à la fois la question de la gouvernance du projet, qui va impliquer des gens, des communautés, etc. Bon. Et puis l'autogouvernance de la communauté engagée dans le projet, qui est le fruit du projet, et la gouvernance amont et la gouvernance aval, si on peut dire, dans l'histoire d'un projet. Et donc, la gouvernance participative, il s'agit de la gouvernance participative, est quelque chose qui peut être le fruit d'une expérience qui a réclamé une certaine gouvernance pour que, effectivement, la communauté se développe, grandisse, progresse, se projette, réalise, expérimente, apprenne et, effectivement, devienne capable, lorsque le projet est réalisé, effectivement, d'exercer une certaine gouvernance dont elle a acquis, pour laquelle elle a acquis des compétences. Donc c'est vrai, il y a un peu compliqué, parce qu'il y a la gouvernance amont, qui fait qu'on va engager les choses d'une certaine manière, conduire d'une certaine manière, et puis la gouvernance aval, qui est le fruit du travail précédent pour la communauté qui a. Alors, il y a la gouvernance d'entreprise. Alors, dans une entreprise, souvent, il y a des dirigeants, et où il peut y avoir une instance de gouvernance participative. La gouvernance démocratique dans une entreprise,
c'est pas forcément évident, sauf si c'est une entreprise à vocation politique, au sens noble du terme, pas au sens péjoratif du terme. Donc la gouvernance d'entreprise pose la question effectivement on pourrait dire, le management participatif, d'instance de gouvernance participative. C'est vrai que la maturité de l'entreprise fait que la capacité d'autogouvernance par la communauté est concevable, souhaitable, pensable. Mais on peut se demander, une fois que la communauté entreprise a acquis une maturité suffisante d'autogouvernance, à quoi servent les dirigeants? Ça ne sert plus à rien, puisqu'ils ont pu diriger, etc. Donc la question, c'est effectivement quel est le devenir d'une entreprise qui aurait atteint effectivement un niveau d'autogouvernance suffisant après avoir été piloté par les dirigeants, par l'instance démocratique. Donc la question n'est pas simple. On peut dire il n'y a qu'à organiser une gouvernance démocratique. Oui, mais si on la pose jusqu'au bout, ça veut dire que le corps social de l'entreprise prend son autonomie pour faire, je sais pas quoi, c'est concevable. C'est concevable. Et en même temps, de l'autre côté, quand l'entreprise n'est pas à ce niveau de maturité, ça veut dire qu'il y a besoin que quelqu'un s'en occupe. Il y a besoin d'une gouvernance de la communauté d'entreprise. On peut rapprocher de la question de la direction, de la responsabilité, du management, tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est une question de ça. Donc voilà, une chose est la gouvernance d'entreprise, et autre chose est l'autogouvernance d'une entreprise dans des âges de maturité suffisante. Et puis le troisième chapitre, c'était la gouvernance dans le domaine politique, c'est-à-dire dans le domaine des communautés politiques, c'est-à-dire des communautés qui ont communautés territoriales ou des communautés qui sont inscrites dans des ensembles communautaires où se pose la question de la gouvernance démocratique, effectivement, avec cette difficulté de la question de la maturité, effectivement, des communautés politiques et donc d'une gouvernance participative, des communautés territoriales, des communautés politiques, nationales, internationales, je ne sais pas quoi, etc. Gouvernance participative pour aboutir à éventuellement une possibilité de gouvernance démocratique. Alors c'est vrai que les histoires de COP21, sans rentrer dans le contenu, c'est intéressant de voir qu'il y a effectivement une gouvernance participative où il y a des gens qui travaillent sur des contenus et qui produisent des papiers, des synthèses, etc., qui est une chose. Et puis qu'il y a la question de la gouvernance démocratique, c'est lorsqu'il y a des décisions à prendre. Et que les deux, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, et que la condition de la gouvernance démocratique serait une certaine maturité que l'on peut construire, notamment avec une gouvernance démocratique. Donc vous voyez que la question de la gouvernance, c'est un problème qui n'est pas simple parce qu'il y a la gouvernance amont, la gouvernance aval, et puis il y a la gouvernance participative et la gouvernance démocratique, et la confusion dans tout ça est calamiteuse. Imaginons que si on parle de gouvernance participative et qu'on ne pense que à la participation de la communauté à son mouvement de devenir, oui, sauf si elle est dans des États où certains quartiers le sont, ça va pas le faire. Hein. Même des dizaines d'années après, ça ne fait pas toujours. Ça ne fait pas. Donc il ne suffit pas de confier à une communauté le soin de se débrouiller par elle-même pour devenir majeure. On va bien à qui on s'adresserait pour comprendre ce que ça signifie. Il y a donc bien à exercer, à engager une gouvernance qui fasse grandir la communauté pour qu'elle en vienne à assumer sa propre gouvernance à un certain stade d'évolution. Lorsqu'il s'agit de gouvernance, effectivement, d'un développement communautaire. S'il s'agit que de la gouvernance des fêtes et des banquets, bon, c'est moins compliqué. Donc
Parfois c'est très compliqué, mais enfin c'est moins compliqué que la gouvernance communautaire qui vise la maturité, le grandir et l'emploiement effectivement de la communauté. Donc voilà, je vous présente le tableau.